que tous ces phénomènes-là, c'est causé, je veux dire, autant phénomène psychique que phénomène réel, matériel, c'est causé par l'énergie, donc c'est de la lumière, on ne peut pas enlever ça. Et les êtres qui ressemblent à des petits avec des grands yeux, puis pas de cheveux, puis des grosses têtes? Bon, écoute, moi, je dis pas que les gens qui disent n'avoir vu, c'est pas vrai, je sais pas, j'étais pas là. Moi, je peux te dire que les êtres que j'ai vus, c'était des êtres normaux. Comme des humains? Oui, très beaux, blancs, mais comme j'ai déjà dit, je pense ici à ton émission, faut pas devenir raciste, parce que moi, c'est certain, c'est des beaux blonds aux yeux bleus. Si j'étais une Amérindienne ou une Noire, je suis persuadée qu'on m'apparaîtrait sous les traits d'une personne noire, ou parce que c'est des êtres qui sont vraiment, je dirais, maîtres de la matière. C'est intéressant quand tu dis « on m'apparaîtrait ». Donc, il y a une manipulation mentale derrière ça, puis tu en es conscient. Bien, une manipulation mentale, attends, il faut s'entendre, une manipulation mentale, je crois pas. Je crois qu'à un moment donné, tu disais tout à l'heure, il y a un monsieur qui va parler des ondes alpha. Oui. Il y a une question de perception. Il faut être bien conscient de ça. Mais il y a une question de perception, c'est sûr. Il y a des contacts psychiques, mais il y a vraiment des contacts physiques parce qu'ils peuvent abaisser leur vibration. Mais c'est certain qu'une personne qui est en onde alpha est beaucoup plus réceptive. Tu sais? Oui. Fait qu'on peut pas dire parce qu'une personne le voit puis que l'autre le voit pas que ça n'existe pas. Tu sais, un aveugle me verra pas puis les gens me voient. Marcel a vu les vaisseaux. Ça, il l'a vu. Ça, les vaisseaux, c'est juste à côté de la maison chez vous, là. C'est juste sur quand ils apparaissent. Ça, là, c'est toujours, ça se manifeste toujours au même endroit. Pourquoi, là, je pourrais pas te l'expliquer, là. Puis je suis pas la seule. Ça sera Mont-Laurier, ça. Oui, il doit y avoir... Non, je reste dans la région de Maniwaki. Maniwaki. Ah bon. Il doit y avoir beaucoup d'autres témoins. Oui. Ah oui, il y en a plusieurs. C'est ça. Pourquoi toi plutôt qu'un autre, tu le sais-tu? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Il faut croire parce que je suis assez folle, entre guillemets, pour en parler. Disons que ça me gêne pas du tout. Puis si je vois quelque chose, quand même les jeunes diraient n'importe quoi, je vais... C'est ça, tu sais. Je fonce. Puis je pense que je suis tout de même... j'ai été capable de m'arrêter et de dire, bon, ben ça, c'est-tu vrai? Parce que je me souviens d'avoir vu pris Planète Vénus, puis je m'en cache pas. Je trouve ça drôle au début, avoir mélangé Planète Mars, Planète Vénus. Je voulais tellement voir des ovnis que j'en voyais partout. Donc, j'ai appris à discerner ce qui pouvait être causé par notre désir de voir, puis ce qui est réel. Mais comme je dis toujours, la planète Vénus, elle n'a pas atterri dans ma cour. Tu sais, là, à un moment donné, tu ne peux pas mélanger les choses. As-tu vu ce livre qui contient des observations, des témoignages de beaucoup de soucoupes volantes? C'est en Suisse. Ça ressemble pas à ça, les soucoupes volantes, là, concrètes, matériellement? Moi, ce que j'ai vu, moi, là, tu vois ça ici, là, pour moi, c'est pas ça que j'ai vu ici dessus. Rien qu'une coupole, là. Tu sais, il n'y a pas ce petit chapeau-là. C'est comme ça, là? Oui, beaucoup, oui. Ah oui, ça, c'est parfait, ça. Bravo. Alors, bravo. Il n'y a pas eu de contact, d'autres contacts physiques, là, depuis le mois de mars l'année dernière. Pour moi, maintenant, je dirais que c'est rendu, c'est plus très important, je crois. On a pu à me convaincre, là. Oui. Il y a tout de même un travail que j'ai à faire. Présentement, les gens, plus ça va, les gens vont être obligés d'y croire parce que ben oui, ça crève les yeux. Je comprends pas qu'on les voit pas. Ouais. Dans la région de Maniwaki, précisément à Perkins, dans la Gatineau, justement, le Soleil, en mars 1991, a relevé le fait qu'il se passe des choses bizarres. Et les auditeurs de CJRC ont justement rapporté aux animateurs du poste de radio local énormément d'observations d'OVNI. What was the appearance, Yes. The man had no hair. His head was sort of shaped like this. Okay, I see. Sort of round. And very long. Thin eyebrows. Very large eyes with silver and dark black in the middle. And the lips were very thin. And he was very long and thin. Was he tall or short? Very tall. Must have been about 7 feet tall. Fat or?
very skinny. Very skinny. Very skinny. And est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce qu'il t'a parlé? Well, not with his mouth, but mentally. I could hear him speaking. And Ouais. Transmit ID? Or... transmitting thoughts, as if to say that he wanted me to see him, but it was not time to see everything, and I would see more later. And did you see something? Not yet. Not yet? No. But you wish? Yes, I do. I wish that we knew more about it, and that people would be able to know what this is and have our curiosity fulfilled at last. You receive many information from him? No, but I feel that he is there sometimes. I know he is around. He just disappeared into a thin wall, like no wall at all, a wall of air. In incredible. another dimension? That's what it seemed like. It's like light, like dots of light. It was quite amazing. Penses-tu qu'il était agressif ou très calme? No, there was a very peaceful feeling about him. Very calm, very quiet. Well, that's a very short story, but... I don't know what else I can say. Oh, oui. I forgot one important part is that in his hands he held like, it looked like a huge diamond. It was like very large in his hands. Oh, I see. And he seemed to have a large collar around his neck, silver, bright silver. Looked like something an Egyptian would wear. The Egyptians. On his head, no, nothing. No apparel at all. No hair, no... No hair, nothing, just very... What's the color of his skin? Blue. Blue? Yes, very pale blue. Pale blue. Pale blue. That's strange. And the funny thing is that nothing seemed unusual about him being there. It would be like seeing you or I or anybody. When you were very young, at 8 years old. 8 years old, avez-vous eu l'impression que il venait expressément pour vous rencontrer? Partly. Partly was the reason, yes. Il savait que vous étiez là. Yes, he knew I was there and it was all right for me to see him. And why your brother was so afraid? And you just the opposite? Some children are curious, some are not. Yes, and you think it's only that? Perhaps I was meant to see it and he wasn't. I don't know. Puis ton frère a pas... T'as jamais expliqué que lui, peut-être, il a ressenti de la peur, puis toi, tu t'es ressenti en sécurité? Je ne sais pas. Oui, ton frère t'en a pas parlé de ça? Non. Pour dire que l'extraterrestre voulait te rencontrer toi, mais pas ton frère? Un petit peu, non? Eh bien... As-tu un conseil que tu pourrais donner à des gens qui voient ces choses-là? Well, the only thing I can say is, if you see something, it's good to talk about it more. Ouais. To show people what's happening. And maybe someday we'll see more. All of us. Everyone. In peace. In peace. In peace, definitely. Definitely. Super. Okay, I think it's the time now for your boy. Oui. Merci. Okay. Alors pour vous traduire rapidement ce qu'elle vient de nous dire en anglais, c'est que vers l'âge de 8 ans, avec son frère, ils ont vu une lumière descendre très rapidement vers le sol. Son frère a eu très peur lorsqu'ils ont remarqué que derrière une grange, un hangar, il y avait, semble-t-il, un être à forme humaine qui se tenait là. Il avait de grands yeux, des lèvres très minces, pas de cheveux, une tête assez longue par derrière. Il tenait une espèce de gros diamant dans ses mains. Et il avait aussi au cou comme une espèce de collier égyptien, c'est ce qu'on vous a montré au cours de l'entrevue. Et il ne lui a pas parlé, mais il a communiqué plutôt des pensées de façon télépathique
en lui faisant comprendre qu'il n'était pas agressif, qu'il était content de la rencontrer et qu'il lui promettait de revenir un jour. À ça, je lui ai demandé si finalement il est revenu ou si elle a eu des suites de son expérience. Elle nous a dit que non, elle n'a pas encore eu de suite de son expérience. Il est d'ailleurs, cet être extraterrestre, il est reparti comme à travers un mur de lumière, comme s'il passait à travers une autre dimension sous ses yeux. Et l'objet aussi est disparu très rapidement. Je lui ai demandé pour terminer si elle avait un conseil à donner aux gens qui vivent des expériences de ce genre. Et ça m'a vraiment surpris qu'elle le dise, puisque évidemment, elle ne voulait pas participer à cette entrevue, seulement après de longues conversations où vraiment on comprend qu'aujourd'hui, les gens qui en sont témoins, de façon certaine, qui n'ont rien à vendre, doivent faire connaître leurs expériences. Et de plus en plus. Pas pour apprendre exactement ce qu'ils ont su de l'être extraterrestre, mais tout au moins pour qu'un jour, les gens soient prêts. Et d'être prêts, c'est l'essentiel pour qu'on puisse un jour avoir des rencontres au niveau de l'humanité. Qu'ils viennent d'une planète ou d'une autre, d'une dimension ou d'une autre, de l'intraterre ou de l'extraterre, tout contact avec eux semble être extrêmement traumatisant. Le prix que j'ai payé pour apporter cette connaissance, je peux appeler ça une connaissance, dure sur moi depuis 23 ans. J'ai appris en étant auprès de M. Hopkins en fin de semaine que c'était une maladie qui devenait courante, puisqu'il y en a presque 8 000, et qu'on n'en guérissait pas. C'est comme un cancer avec lequel je vais être obligée de vivre, mais j'aimerais aider les autres à survivre. D'ailleurs, il prépare un autre livre, M. Hopkins, sur le témoignage de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences semblables et comment ils ont survécu à ces expériences. Dans ce livre, j'ai tenté au meilleur de ma connaissance et de ma mémoire de ce qui est resté, parce qu'on m'a gardé une grande conscience à travers cette épreuve. On ne m'a pas ménagé. J'ai dû passer à travers toute cette épreuve, tout ce qu'on m'a montré, tout ce qui allait venir sur Terre, d'où nous venions, par où les humains ont passé et où nous semblons nous diriger inévitablement. Et j'avais 24 ans, je ne croyais ni aux extraterrestres, ni aux loups-garous, ni aux fantômes, alors j'étais donc pas prête à recevoir un tel choc, une telle connaissance, surtout de ces êtres-là. Ufologiquement, tu avais 24 ans, tu étais en voyage de vacances au Mexique. Tu as vu une soucoupe volante comme ça qu'on voit sur la page couverture, qui est un dessin, qui est pas une photo de la soucoupe volante. Non, j'avais pas de Polaroid. Et puis l'appareil, tu avais déjà les enfants. Oui, en difficulté, l'appareil qui semblait avoir environ 50 pieds de diamètre, moi je l'ai vu quand elle est passée de ce côté-là parce qu'elle venait de la montagne, mais les gens qui étaient selon leur position devant moi, avec moi, eux l'ont vu avant moi et moi j'ai vu quand elle est apparue de ce côté-là et son bruit faisait...
pauvre, puis elle semblait être en difficulté. Elle est allée se poser dans la baie de Punta Limon. Et chose étrange pour moi, ben, dès qu'elle a passé près de moi, j'ai comme figé, comme dit Bob Hopkins, j'ai connecté, sauf que mes yeux et ma conscience est toujours restée. Il n'y a que mes yeux qui étaient en angle, qui pouvaient voir en 45 degrés, et ma conscience a été là tout le temps, sauf quand je faisais connaissance de ce que je n'étais plus capable d'en prendre. Et parce que ce qu'il disait aussi, avec ce qu'il faisait, il te demandait même, penses-tu que ton cœur est quand même capable d'en prendre compte? Croyez-vous que votre cœur, que ma sensibilité, que mon cœur et ma sensibilité peuvent passer au-delà, peut continuer. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est le prix que j'ai payé. Mais je le sais maintenant. Sans ça, j'aurais vécu une vie ordinaire dans l'ignorance. Tu trouves ça, d'entendre dire que tout ça, là, il y a un joli paquet de femmes victimes de ces... Mais je n'ai pas vu le même genre d'extraterrestres. Les mêmes symptômes sont... nous avons les mêmes symptômes. J'ai été traitée avec plus d'égard, disons, par cette race-là, que ceux qui... Si j'osais te dire, alors je ne l'ai pas dit encore, mais je te le dis, que ceux que tu as vus, c'est ceux que tu penses avoir vus. Mais qui sont peut-être les mêmes que ceux-là. Je ne sais pas. Ils ne sont pas montrés avec un visage tout à l'heure. Ça, c'est ton raisonnement. C'est juste c'est une supposition. Mettons que ce serait une supposition qu'ils peuvent prendre les visages qu'ils veulent prendre, qu'ils veulent bien. D'ailleurs, il dit, si vous cherchez un Dieu, vous le trouverez sous la forme que vous serez capable de le percevoir. Ça, ils m'ont dit ça. Alors, j'ai raconté tout ce qu'ils m'ont dit et je crois que c'est aux gens qui vont le lire, de eux faire leur propre liaison d'après leur connaissance. Ce n'est pas à moi à évangéliser, parce que je serais incapable d'évangéliser. J'ai rapporté textuellement, mot à mot. En prenant le déjeuner ce matin, on se disait, à un moment donné, on dit ça, moi, quelqu'un qui va lire mon livre, il va me suivre comme main dans la main. Moi, je l'amène dans mon aventure, dans ce que j'ai vécu, minute par minute, émotion par émotion. Alors, ceux qui auront déjà vécu quelque chose, puis qui ne savent peut-être pas, ils vont le réaliser à un moment donné, les autres aussi ont déjà vécu ça. Sans doute, puisque moi, j'ai réalisé avec M. Hopkins, dans le week-end que j'ai passé avec lui, dans tout ce qu'il m'a dit, dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que, mon Dieu, mais c'est la même chose. Je veux dire, je n'ai pas eu la même expérience que Betty ou que Ted, parce que j'ai eu autre chose. Mais la base, l'enlèvement, reste que je n'ai jamais demandé à monter là. Il m'a dit, on m'a dit, on a craint parce que vous êtes enceinte, j'ai appris là que j'étais enceinte de 3 mois. J'ai eu la chance, moi, de l'apprendre 2 autres. Et on m'a dit, moi, j'ai cru, à ce moment-là, on m'a dit que j'avais subi des radiations et qu'ils ont craint pour le fœtus. M. Hopkins semblait en douter. C'était la première fois, pour moi, ça m'a ébranlé, parce que ça a commencé à me faire voir, y a-t-il autre chose que moi j'ai pris ça pour acquis. Là, j'entends télépathiquement dans la salle des gens qui disent, hey, était-tu enceinte d'une manipulation génétique? Est-ce que le bébé, tu l'as eu ou maintenant il te l'a eu? Non, je l'ai eu. Je l'ai eu, il est vivant, il y a 24 ans. J'étais enceinte avant. Moi, je ne le savais pas parce que j'avais une vie de fou à travers le monde à travailler. Moi, je ne le savais pas, mais il ressemble tellement à son père qu'on est sûr qu'il était... Maintenant, a-t-il été trafiqué? Tu avais fait l'amour, là, et c'est pas une insémination à distance, là, quand t'es dans le temps d'un gars, puis là, ils ont dit là, son adresse, tu iras le voir, tu me le mets. Non, Non, ok. Ça s'est fait comme la nature humaine l'a fait. C'est ça. Ça fait des Ça lois. fait ici, la manière dont on fait ça ici en bas, voilà, sur la Moi, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a quand même un sens de l'humour à travers tout ça. Et j'espère que les gens qui liront le livre vont réaliser que, OK, il y a elle, il y en a d'autres, et il y en a peut-être d'autres qui vont finir par sortir ici le chat de leur sac. Les gens qui ont vécu avec moi, autour de moi depuis 23 ans, mes enfants, mes amis, ma famille, ont toujours trouvé, m'ont souvent posé des questions en me disant « Mais pourquoi tu démystifies ces choses-là tout le temps? C'est un besoin chez moi, profond, d'en rire, parce que j'allais en mourir. J'avais sombré dans le délire si j'avais pas fait,
m'a sauvée. C'est ce qui, moi, j'allais devenir folle. Quand je suis revenue de ce voyage et que j'ai repris ma petite fille à la maison que ma mère gardait, je me suis accrochée à la réalité de tous les jours avec cet enfant-là et l'autre qui allait venir, parce que j'allais basculer dans le délire. Je ne laissais pas ma pensée retourner à ça. Dès que j'avais une pensée qui allait vers ça, je m'étais fait des petites formules, 1, 2, 3, 4, ma petite page allopathe, et je prenais ma pensée et je l'amenais ailleurs. Mais la nuit, par exemple, je ne dormais pas. C'est la première fois que tu me dis ça. Oui. Tu parlais à ma petite Nicole exactement le même truc qu'elle a eu. Je pense qu'on développe, parce qu'on veut pas devenir fou. On va devenir, oui, c'est ce que Bob Hopkins m'a appris après-midi, que la majorité des gens qui ont vécu des expériences semblables vont même il me disait ça cet après-midi, mais moi je ne savais pas. Je ne savais pas que, oui, j'ai une force épouvantable, mais c'est comme un test que j'ai passé. Mais je n'étais pas prête à ça. Puis c'est le but des rencontres de Richard Glenn et des émissions sur le sujet. Et si tu avais refusé, par un acte de volonté, pas quasiment de battant avec eux autres. Comment j'ai le respect de part, il t'aurait respecté, on l'a vu dans... On m'a respecté. Si tu lis le livre, tu verras qu'on m'a respecté. On m'a pas demandé de venir à part. On m'a dit, t'as peut-être des radiations, puis on craint pour le fœtus. L'intention était bonne. On t'a mis des aiguilles dans le ventre. On m'a mis une petite aiguille dans le ventre et j'ai trouvé une autre petite affaire avec M. Hopkins. Je crois que pendant ma projection, comme tu disais, avec le petit animal, là, chez le dentiste, il me racontait ça hier, alors comme ils m'ont projeté pour me montrer, mon corps est resté là, et que je suis restée mon corps est resté là, puis qu'on m'a projeté dans le passé, et que j'étais absorbée à regarder le passé, j'ai trouvé des marques sur ma jambe après, mais ça, je n'ai pas été consciente de ça. C'est ça que vous allez voir sur les marques de beaucoup de femmes, et ce qui m'a beaucoup inquiétée. Moi, je savais que ça m'était arrivé, j'ai passé ça, j'ai connu quelques personnes qui ont vécu ça, mais en connaissant M. Bodorkin, j'avais lu son livre The Intruder, mais en connaissant M. Bodorkin et en passant le week-end avec lui, je me suis rendu compte que c'était des milliers, des millions. Je peux vous dire que quand j'ai été dans cette secoupe volante-là, à un certain moment donné où on m'a parlé de la race humaine, moi, à 24 ans, j'étais beaucoup plus patriotique que mon soulier. La terre m'appartenait et c'était la seule fois de ma vie, je crois, que j'ai ressenti ce sont comme moi, moi aussi je suis comme ça. Et ça a été très dur. Mais c'est justement parce que la race humaine manque de respect pour les humains qui peuvent se permettre de faire ce qu'ils font. Tu n'as qu'à regarder les camps de concentration, tu n'as qu'à regarder les GI que tu as rencontrés, qui sont allés au Vietnam, qui sont venus des documents. Alors, tu sais, l'être humain n'a aucun respect pour l'être humain. Alors, ils se disent, on n'est pas pire que les humains. Non, ça, je peux dire, on se prend certainement pour le nombril du monde, parce que, soi-disant, on a une intelligence. Mais ça, vu d'en haut, c'est pas vu de la même façon que vu d'en bas. Parce que nous, on pense qu'il n'y a que l'individu puis qu'il n'y a que nous. Mais en plus, il y a une chose, c'est qu'eux voient l'âme dans son cheminement global. Et tandis que nous, on voit notre vie, celle-là, c'est ça qui compte, c'est la vie que j'ai, là, Roselyne, Richard, tout semaine important, puis leur folie, eux autres, tandis que ça change le contact. Parce qu'eux voient, ah oui, vous avez fait tel cheminement, c'est tout à fait normal que vous soyez à telle ère de la vie sur la planète. Mais pour moi, c'est pas si normal que ça. Ça, tu l'exprimes comme ça, là? C'est bon? Tout est écrit, tout ce que j'ai vécu, respiré, senti de mal, je l'ai tout écrit. Bon, moi, je vais te dire, dans 6 mois, s'il faut, on fera une émission de télévision où on aura toi autour d'une table avec peut-être 4, 5, 6 autres femmes qui auront été comme toi. Qui n'auront rien dit à la suite de la lecture du livre, mais on va s'échanger. Ça serait bien parce que définitivement qu'après cette fin de semaine-ci qui a été très dure pour moi, émotionnellement, ça continue, c'est presque le retour dans la secoupe volante, mais c'est pas grave.
c'est que ces femmes, c'est qu'on utilise notre corps aux femmes à un tel point, on y croit. On n'avait pas d'âme au 15e siècle, on y croit aujourd'hui. Ça me révolte, oui. Je remercie évidemment Mme Palacio d'avoir accepté de témoigner de son aventure avec le phénomène extraterrestre et aussi, selon l'appel qu'elle vient de faire, s'il y a des gens contactés qui désireraient faire partager leurs expériences à la population, vous pouvez toujours nous contacter. Il y a l'adresse à la fin de cette émission d'Ésotérisme expérimental, consacrée au cours de l'été au phénomène extra, supra ou intraterrestre. Voici maintenant ce qui concerne l'animateur de cette émission d'Ésotérisme expérimental, moi-même, Richard Glenn. Ce qui a été présenté sur la télévision de 4 saisons à l'émission Caméra, 87 ou 88 à l'époque. Nous en avons bien sûr toutes les autorisations de vous diffuser cet extrait de cette émission consacrée à Richard Glenn et le phénomène extraterrestre. Richard Glenn, 41 ans. Il dit tout connaître des extraterrestres. Très jeune, Richard dit avoir reçu la visite des extraterrestres. Et ils reviendront souvent pour tracer son destin. Ce sont eux qui l'envoient à l'université cosmique pour apprendre les mystères de l'ésotérisme. Ce sont également eux qui lui commandent de créer sa populaire émission diffusée sur le câble, Ésotérisme expérimental. Bref, les extraterrestres règlent sa vie, même ses amours. Nicole, sa femme, n'a-t-elle pas été choisie par les extraterrestres? Depuis toujours, Richard garde ses secrets pour lui. Donc l'heure des grandes révélations. Voici la première. À 5 ans, Richard rencontre pour la première fois les extraterrestres dans ce carré de sable. Je plaçais mes petits camions à la queue leu-leu et tout en tirant sur mon petit Jeep, tout d'un coup, je me suis aperçu que d'autres camions suivaient alors que je les touchais même pas. Tout d'un coup, j'ai observé sur le sol l'ombrage d'un personnage qui venait juste d'arriver. Et c'est en le regardant que j'ai bien vu qu'il n'avait pas l'apparence d'un être humain tout à fait. Et déjà, il me parlait dans ma tête en me disant « Je suis un ami, amuse-toi ». Je lui ai répondu dans ma tête, presque automatiquement, sans savoir qu'il s'agit de télépathie. « Est-ce que c'est toi qui fais bouger mes camions comme ça? » Et il dit oui. Ah, il m'a même dit « Si tu veux, tu peux faire la même chose, force-toi. » Et j'ai regardé mon camion jaune en me concentrant. Et le camion jaune s'est mis à avancer tout seul. Puis il est reparti en me disant « Je reviendrai te voir. On est des amis, n'en parle à personne. » Le petit Glenn est transformé par cette rencontre avec les extraterrestres. Il n'est plus un enfant comme les autres. Sa tante, qui l'a élevé, en sait quelque chose. Richard était un enfant assez spécial, qui avait une imagination débordante. Souvent, je peux vous raconter une anecdote. Il fermait ses yeux et je lui demandais « As-tu mal aux yeux? Qu'est-ce qui t'arrive? » Il me disait « Mais non, quand je ferme mes yeux, moi, je vois du cinéma. » Deuxième révélation de Richard. À 15 ans, il reçoit une autre visite des extraterrestres. Cette fois, ils viennent pour faire son éducation. Fini les folies. Il est temps pour lui d'apprendre les mystères de l'ésotérisme. Tout ce que j'ai appris dans le domaine de l'ésotérisme m'a été enseigné par mon guide extraterrestre, la nuit. Ça s'est passé ici, dans ma chambre à coucher, lorsque j'étais jeune. Ces scènes sont tirées d'un film réalisé par Richard Glenn. Elles nous démontrent comment les extraterrestres lui ont appris la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie. Pendant 4 ans, Richard fait ses classes à l'université cosmique. Il connaît maintenant tout de l'ésotérisme. À 19 ans, il est journaliste au droit d'Ottawa. C'est à cette époque qu'il exerce pour la première fois les talents qu'on lui a enseignés. On voit l'envers des choses lorsqu'on est journaliste. Comme dans une boule de cristal, on voit l'autre côté de la réalité. Et à cette époque-là, plusieurs hauts fonctionnaires ou des ambassadeurs me consultaient pour mes dons de voyance et je les conseillais.
Il semblait très anxieux, très angoissé, tous ces hauts et ces grands de ce monde en haut de la pyramide. De leur avenir, vont-ils débouler un jour ou l'autre? Quelques années plus tard, Richard délaisse le journalisme pour devenir professeur d'éducation physique dans une école de Montréal. Fort de ses connaissances ésotériques, il n'est pas un professeur comme les autres. À la fin de chacun de ses cours, il initie ses étudiants à la méditation et même à la lévitation. Ce genre d'activité ne plaisait pas à tous les parents, c'est bien sûr. D'autant plus que ça remonte à 1975-76. Je leur enseignais aussi bien d'autres phénomènes, le voyage astral, la communication avec l'ange gardien. Jusqu'au jour où la directrice est venue me voir en me disant « C'est pas dans un gymnase qu'on donne des cours de religion ». Mais il est arrivé un événement d'une grande importance qui a changé mon destin. Tenez-vous bien car voici la troisième grande révélation de Richard. À la fin de l'été 1976, j'ai eu une rencontre exceptionnelle ici au Mont-Saint-Hilaire. Comme attiré par une voie intérieure, j'ai quitté Brossard avec tout mon équipement de camping et ici, dans un camping illicite, en plein milieu de la nuit, il est arrivé comme une lumière qui m'a réveillé. C'est un ovni. J'ai rencontré mes 3 amis extraterrestres. Et l'un d'eux m'a révélé l'avenir, mon destin, me disant que j'étais pour être vu et entendu plus que l'animateur le plus vu, le plus entendu à l'époque à la télévision, c'était Réal Giguère. Richard veut concrétiser cette grande prophétie. Il croit à la maxime « Aide-toi et les extraterrestres t'aideront ». Il travaille très fort. Il bâtit une émission de télévision pour le câble. Il veut faire connaître le phénomène extraterrestre au reste du monde. Ésotérisme expérimental voit le jour. Bienvenue. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à notre émission d'Ésotérisme expérimental. Cette émission qui ne veut pas vous embarquer dans un mouvement, une église, une école de pensée, mais qui veut plus faire le tour d'horizon de toutes les démarches de la spiritualité. Et cela dure depuis 11 ans. La grande particularité de Richard Glenn, c'est qu'il aime étonner ses téléspectateurs. Il va même jusqu'à les choquer. La preuve que Dieu protège ceux qu'il aime. Et s'il ne protège pas les Juifs, c'est que Dieu les aime pas. Richard Glenn est-il un élu ou un imposteur? En tout cas, Jacques Lepage, animateur de radio à CKLM, et son réalisateur Claude Laforêt en ont long à dire sur le phénomène Glenn. Lors d'une entrevue avec Richard, ils vivent une expérience traumatisante. Tout à coup, vers les 6-7 minutes d'entrevue, juste avant la fin, qu'est-ce qui se passe? Je parle avec Richard Glenn, le microphone se met à bouger à peu près comme ça. Pendant 15 secondes à peu près, à 2 occasions, 15 secondes. Et Claude, Claude, tu t'en souviens? Ben oui, Jacques, je m'en souviens, comme ça serait hier. J'ai vu la perche à partir du centre aller jusqu'au micro qui bougeait et j'ai pas trouvé ça drôle, pas du tout. Je me suis informé, si d'autres animateurs avaient vu un microphone qui bougeait, c'est jamais arrivé. On n'est pas en terrain volcanique non plus. Ensuite de ça, c'est pas arrivé en ce sens que j'ai pu toucher un fil, il n'y en a pas en dessous, la table repose sur 2 piliers à mes extrémités ici. Je ne touche pas à la table, le microphone, seulement le microphone bougeait. J'ai l'impression qu'il y a du Richard Glenn là-dessous. Après les micros qui bougent, c'est au tour des magnétoscopes de s'éteindre mystérieusement. Louis, le réalisateur d'Ésotérisme expérimental. Ce jour-là, il nous restait 10 minutes à faire à l'émission et la vidéo qui est ici a arrêté complètement. Au même moment, il y a un ovni qui a passé au-dessus du cam et Stis et moi ont pu l'observer. Et quand l'ovni a passé complètement, la vidéo s'est remis en marche. Avec Richard, il faut s'attendre à tout. Richard Glenn est un être mystérieux, pas toujours facile à suivre. Il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, mais elles n'ont pas tenu le coup. Richard est vraiment trop bizarre. La seule qui accepte l'originalité de Richard, c'est sa femme Nicole. Pour elle, pourtant, c'est si simple de vivre avec Richard. Il faut dire qu'elle a un atout plutôt précieux. Oui, bonjour. Mais ayant été contactée moi-même, ça m'a permis d'être tout de suite autonome au niveau énergétique, physique, émotionnel et psychique, et d'acquérir le discernement du taux vibratoire qui se véhicule dans l'être humain et dans les situations qui peuvent se vivre à chaque jour. Nicole est donc, elle aussi, en contact avec les extraterrestres. Voilà qui explique tout.
Les extraterrestres seraient-ils allés jusqu'à mettre leur nez dans leur union? Depuis tout jeune, je savais qu'elle était le prototype de celle que j'étais pour marier, le genre d'enfance qu'elle aurait vécu, le genre de relation qu'elle aurait avec les plans cosmiques. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une expérience extraterrestre ensemble? Celui qui porte en elle en est peut-être le fruit, parce qu'elle attend un bébé. Avec Richard Glenn, on nage en plein mystère. Une chose est sûre, cependant, il n'est pas avare de révélations. A-t-il trop parlé? Richard Glenn a-t-il peur de perdre sa réputation? Pour le public qui me suit depuis 11 ans sur le câble, je n'ai aucun doute, je ne risque pas ma crédibilité. Pour les nouveaux spectateurs qui viennent de me rencontrer pour la première fois ici ce soir, c'est leur problème. D'observation avec le phénomène extraterrestre. D'abord, il y a les observations où on a des témoins. Il demeure toujours un doute quant à la véracité de leur observation concernant le phénomène extraterrestre. Il y a une deuxième classification qu'on appellera les rencontres rapprochées. La rencontre rapprochée du premier type, où il y a des évidences, où évidemment, si c'est en plein jour, vous observez un ovni, vous voyez très bien qu'il ne s'agit pas ni d'un hélicoptère ni d'un avion. C'était évident. Il y a aussi dans les rencontres rapprochées le second type, où il y a des traces qui sont laissées sur le sol, ou des traces dans le ciel, ou des traces en pleine forêt, si un ovni a eu un problème de fonctionnement. Les arbres sont rabattus. Les branches sont tordues comme du chewing-gum, comme du caoutchouc. Sur un diamètre d'environ 25-30 pieds, alors que tout le reste de la forêt environnante est demeuré parfaitement droit. Et surtout s'il y a des témoins d'observation d'un ovni qui a eu des problèmes de fonctionnement et qui s'est posé à cet endroit dans la forêt. Il y a de plus les rencontres rapprochées du troisième type, qu'on peut classer dans la catégorie des contactés. Contactés missionnés, contactés manipulés ou contactés programmés. Le contacté missionné se dit avoir une mission à remplir. Le manipulé, un peu comme une marionnette, est manipulé soit par en dessous ou au-dessus, par les mauvais ou les bons anges. Ou contacté programmé, qui n'a pas de personnalité propre et qui réagit de manière automatique, comme pour répondre à un programme. Un programme inséré dans son esprit, dans sa mémoire, par une entité étrangère. Vous avez sûrement en mémoire le film Rencontre du troisième type. C'est une rencontre avec des êtres. Des êtres qui sont de différentes apparences. Peut-être vous connaissez les tigris, ce qu'on pourrait appeler les petits hommes verts, qui sont très souvent accompagnés de reptiliens, qu'on appellera ici les intraterrestres. Il y a aussi les autres, qu'on appelle les grands blonds, beaucoup plus philosophes, qui aiment la nature humaine. Ils sont grands, d'apparence humaine, à s'y méprendre, si ce n'était de leur grandeur. Il y aura aussi les êtres de lumière, les guides,
qui viennent rencontrer seul celui qui est prêt. Dans le Journal de Montréal, vendredi, le 22 janvier 1988, il y avait justement un article concernant le phénomène extraterrestre. Mais vous voyez ici deux éditions différentes du même journal, parues la même journée, avec la même publicité, évidemment. Et dans la deuxième édition, on a mis l'accent sur un article avec Pierre Péladeau. Alors que dans la première édition, il y avait un article intéressant sur les ovnis attaques en Australie. Et la deuxième édition a remplacé cet article des ovnis par un article parlant de M. Pierre Péladeau qui ne craignait pas la récession. C'est dommage parce que l'information sur les ovnis attaques en Australie a été connue à travers le monde ufologique comme étant un cas très intéressant. Revenons à la presse. Dans le journal La Presse, le 23 juillet 1982, une grosse tête, des yeux oranges et un grand corps brun, un extraterrestre aperçu par 4 témoins à Sainte-Dorothée. Malheureusement, l'un des 4 témoins a été trop marqué par l'événement. Il y avait un gros faisceau lumineux qui s'en venait, comme une grosse lumière. Ça arrivait de plus en plus. On pensait que c'était un avion en premier, mais il n'y avait pas de bruit pantoute. Rendu devant nous autres, ça s'est immobilisé, puis on voyait une lumière rouge qui faisait le tour, avec toutes sortes de lumières de couleurs. Il y avait du bleu, du jaune, du vert. Il y avait la lumière rouge qui faisait le tour, puis la lumière blanche en avant qui éclairait. Alors, tu nous feras un dessin pour qu'on comprenne mieux peut-être ta description de l'appareil. Maintenant, là, ça c'est venu ici dans le champ derrière ce qu'on voit là. Oui, ça a été exactement vers la vieille grange qui est là. Puis le film de dingue, ça a arrêté vers là. Bon. C'était où? On ne peut pas définir si c'était en arrière des arbres ou en avant, parce que c'était gros. Et puis, à la suite de cette observation où l'objet est devenu immobile, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'est pas arrivé grand-chose. On le regardait. C'était beau à voir. Fait que là, à un moment donné, elle est repartie tranquillement. Il n'y avait pas de bruit encore. Ça faisait pas de bruit. Au-dessus des maisons, ça a commencé à faire un bruit sourd. Ça a comme descendu. Peut-être c'était à cause des maisons, mais ça a comme descendu. Alors, de quelle maison tu parles, là? Les blocs qui sont là-bas. Ah bon. Alors, l'appareil s'est dirigé par là-bas au-dessus des blocs? Oui. OK. Maintenant, les deux autres. Vous l'avez vu, vous autres aussi? Oui, moi, j'ai vu le derrière qui était immobilisé, puis elle est partie tout d'un coup. Puis après, on est rentré dans la tente. Mon petit Stéphane a rangé sur notre équipement de camping. La tente qu'on voit présentement, là? Oui. C'est celle-là. Fait que, on a entendu un bruit, une sorte de bruit là, bizarre. Puis je l'ai dit à Stéphane. On a pris la flashlight, on est sorti dehors. Là, on a commencé à balayer la chambre des dingues. Puis Stéphane, il dit qu'il a vu quelque chose se lever. Là, pour être sûr, j'ai dit à mon frère d'aller chercher une lampe sous-marine, de plonger, ça éclaire loin, puis c'est mal fort. Fait que là, on commençait à balayer. Moi et puis Stéphane, j'avais ça à plonger, tout ça. Non, Stéphane, il avait ça à plonger. Moi, j'avais la vieille petite rouge. Fait que là, je vois comme des yeux jaunes, tu sais, se lever jaune. Là, ma lumière, elle s'éteint. Puis j'ai essayé de la rallumer. Quand je l'ai rallumé, j'ai checké encore, puis il était plus là, il était à une autre place. Stéphane, il avait une autre place, se lever. Êtes-vous bien sûr que ça peut être un animal, c'est pas un chat, que ça peut pas être un raton laveur? Pas à cette hauteur-là, c'est pas un chat. Quelle grandeur que ça avait? 5 à 6 pieds. 5 à 6 pieds de haut? De hauteur. Est-ce que vous l'entendiez faire du bruit, je sais pas, grogner ou un bruit quelconque? Non, tout ce qu'on sait, c'est qu'il se déplaçait pas mal vite dans le blé d'Inde, puis ça n'a pas l'air d'un animal, tu sais. Ça courait tellement vite, ça se déplaçait d'un coup, il était à un autre bout d'un autre champ, du champ. Oui. Et pendant ce temps-là, est-ce que l'appareil était aux alentours? Non. L'appareil faisait à peu près 5 à 10 minutes qu'il était parti. Alors donc, l'appareil était parti quand vous avez vu l'animal en question? Oui. Avez-vous l'impression que l'animal pourrait toujours être là? Je pense pas. Non. Mais alors comment il serait venu, puis il serait pas reparti? Pas ça. Une question que vous n'étiez pas posée? Parce que nous autres, quand on est rentré en dedans, on n'a pas été voir après parce qu'on avait peur, tu sais. Ouais. Quand tu vois ça pour la première fois, bien, ceux qui n'ont jamais vu ça, tu sais. Tu rentres en dedans, t'es blanc comme un drap, tu sais, t'as bien peur. Fait que là, on n'a pas regardé, on n'osait pas aller voir en haut qu'est-ce qu'elle venait de ça.
Est-ce que vous pourriez nous faire le dessin de l'animal, là, ce que vous avez vu, à peu près l'apparence de ce que ça avait? Pas exactement. Parce que moi, j'ai vu comme juste les yeux, puis la lumière s'est éteinte. Puis ça avait une forme floue pas mal. Avais-tu l'impression que c'était un être intelligent, même s'il avait de l'air drôle, là? Oui. Oui. Ah oui. Okay. T'as pas eu l'impression qu'il communiquait quelque chose télépathiquement à ce moment-là? Non. Non. Pas plus que si tu voyais un chien? Pas plus. On dirait qu'il faisait juste nous regarder puis nous examiner qu'est-ce qu'on pouvait... La question que tout le monde se pose, c'est à savoir, êtes-vous allé voir le film E.T. avant cet événement-là? Non, après. Vous êtes allé après, hein? Trouvez-vous que l'extraterrestre qu'on voit dans E.T. ressemble à ce que vous avez vu? Non. 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 Du tout. E.T. il est petit, puis celle qu'on a vue était grand. J'aimerais mieux voir E.T. devant moi que l'autre. Ouais. Vous n'avez pas ressenti rien, donc, sur le côté psychologique? Vous n'avez pas mal dormi les nuits après? Vous n'avez pas fait des rêves spéciaux? Quand on est allé marcher dans le champ avec nos flashlights balayés, il y a eu un gros coup de vent. Ça, on a eu tous les trois mal au ventre en même temps. On s'est pliés tous les trois en même temps. Puis là, j'ai eu comme un froid. Puis là, j'ai dit, je suis plus capable de continuer, j'ai trop mal au ventre. Puis là, on a remonté. Puis là, je suis revenu à la tente. Puis là, ben, moi, je ne me tentais plus de coucher dans la tente, les autres non plus. Puis on dit, ben, on va rentrer en dedans. Là, Stéphane, pendant que je prenais mes affaires de camping, il balayait le champ. Puis là, il dit, il s'en vient, il s'en vient. Ce qui courait vers nous autres. Fait que nous autres, on s'est allés à la maison, descendre nos choses. Puis là, tu sais, ça à Denise. Puis Denise essayait de nous calmer. Puis essayer de trouver une sorte d'animal que ça pouvait être. Ouais. Mais avant ça, mon frère m'avait donné la lampe de poche pour que je la tienne pour qu'il prenne son sleeping bag, ça fait de même. Moi, j'avais mon sleeping bag, mon oreiller. Puis moi, j'avais, balayé en bas. Vers la grange, il y avait un qui marchait en direction de la soucoupe où on l'a vu partir. Puis c'était grand. C'était grand, ça marchait, c'était courbé, ça avait une grosse tête. C'était un mec des bras, un mec des jambes, puis ça avait un corps ordinaire. Ça avait-tu des oreilles? Ça, je veux pas remarquer. S'agissait-il réellement d'un être extraterrestre ou d'un Bigfoot, d'un Sasquatch, d'un Yeti? Des observations de soucoupes volantes, il y en a partout, à travers le monde. Il y en a évidemment ici aussi au Québec. La région du Mont-Saint-Hilaire, la région du Lac-Saint-Jean et aussi la région du Bas-Saint-Laurent semblent être trois endroits particulièrement fréquentés par le phénomène extraterrestre. Mais voici un autre témoignage. Celui-ci remonte au 6 janvier 1977, en plein cœur de Montréal. Comment Madame Malbeuf a vu un ovni. Le passage de cet ovni-là, comment ça s'est présenté? Bien, ça s'est présenté que, vu que j'étais insomniaque, comme ils ont dit dans les journaux, j'étais assise sur ma chaise qui est dans le coin de la cuisine, de ma chambre. Puis je regardais dehors. Tout d'un coup, j'ai vu, comment je appelle ça? Deux extraterrestres. Deux extraterrestres qui ont sorti d'une grosse soucoupe volante. La soucoupe s'est déposée sur le toit. C'est pas déposé, elle a survolé le toit. Ouais, elle s'est pas déposée. Non, c'est pas déposé sur non. le toit. Elle a resté en suspension au-dessus. Est-ce qu'elle avait l'apparence qu'on voit ici dans la revue UFO Québec? Pas du tout. Ah! Pour ça, oui. Oui, on va la montrer aux gens, là, oui. Comme ça. Ouais, c'est ça qui est ici. C'est pas mal ça. Alors ici, c'était des petites lumières qui étaient tout autour. Ouais. Ce que c'est qui est exceptionnel de votre témoignage, je pense, c'est d'avoir vu des êtres extraterrestres. Oui. Mais ça, est-ce que ça vous a bien surpris de voir les... Pas mal. Et quelle était leur apparence? Est-ce qu'ils étaient bien différents des c'était des êtres humains? hommes très, très grands. Très grands et très minces. Ah bon? Puis tout habillé en blanc, avec la tête enveloppée, tout en blanc. Puis tout strappé, là. Est-ce qu'on peut dire qu'il ressemblait au dessin qu'on retrouve ici? Non. Ah non? Alors, si on regarde bien le dessin ici... Pas du tout. Vous trouvez que ça ressemblait pas? Dans quel sens vous trouvez qu'il ressemblait pas? Oh non. Lui, il a l'air d'un petit paquet. Ah oui, eux, ils étaient plus longs, plus Ah, larges, mon c'est ça. Dieu.
Mince, hein? Bien mince. Oh, il n'y en a pas d'autres dans la rue. Très, très grand. Mais disons que, comme moi, je peux voir ici à l'époque, parce que sa mémoire, évidemment, c'est quand même pas tellement opaque, ça. C'est quand même pas tellement gros et puis bedonnant. C'est celui qu'elle a décrit à l'époque comme celui ressemblant le plus. Le visage étant incertain, d'ailleurs, en pointillé. Oui. Étant en pointillé, a confirmé à l'époque, ma mère, que le visage n'était pas distinct, mais que le costume semblait tellement phosphorescent, blanc, que lui déterminait vraiment je dirais bien, la minceur du personnage, des deux personnages. Je ne sais pas à quel point vous considérez ce témoignage comme crédible et valable. Remarquez que le cas de Mme Malbeuf est répertorié à travers l'ufologie mondiale comme un cas extrêmement important. Vous allez maintenant comprendre pourquoi, évidemment, elle n'était pas la seule témoin. Mais voyez-vous, de quelle façon une personne s'exprime peut colorer la qualité de la crédibilité que nous aurons envers ce témoignage. Correspondance avec les autobus à la sortie du métro à cette heure-là. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là étaient encore dehors en attendant l'autobus. Ils ont vu subitement l'objet au moment où l'objet bondissait, parce que c'est quand même décollé assez vite. Au moment où eux autres les ont vus, ils ont dit à Dorval, que c'est 3 personnes, 3 témoins, ont affirmé que l'objet piquait vers le ciel, tu sais, en montant. Tandis que nous autres, c'est en allé bien tranquillement au-dessus de la couverture, d'après ce que ma mère a dit, mais en allant tranquillement vers la rue des Gaspés, en 2 billets avec la couverture, disparaissant tranquillement de côté, latéralement. André, tu nous as parlé de Dorval. On voit ici, sur l'article de journal, la photographie de M. Paul Dubois. Paul Dubois, contrôleur aérien à Dorval. C'est un monsieur qui a un nom bien français, mais qui parle pas un mot de français. Ah ben. Et est anglophone. Et puis, lui a vu le premier l'appareil à l'œil nu, d'abord dans le ciel, une hauteur de 35-40 000 pieds. Et puis, fondait vers le sol, tu sais. Puis, resté stationnaire à plusieurs milliers de pieds dans le ciel. Proche de Dorval, d'ailleurs. Rester stationnaire comme ça pendant 3-4 heures de temps. Et ça, c'est le dessus de la couverture. Il n'y a pas de maison à côté. Il n'y a pas de cheminée. Il n'y a pas d'antenne. Il a fallu qu'il saute à peu près à... Et puis, il n'y a pas d'objet. Non, mais ça, c'est après. Mais je peux expliquer qu'il n'y avait pas aucun objet. La couverture a été remodifiée, reconstruite solidement. De sorte que même en marchant sur cette couverture-là, exceptionnellement, à comparer les autres qui sont à côté... Celle-là était solide. Celle-là était très solide, et puis... Maintenant, les gens qui vivaient juste en dessous, est-ce qu'il y avait des gens qui vivaient dans l'appartement? Non, justement, ce sont des Européens. Si je me souviens, ce sont des Slaves, des Tchécoslovaques qui étaient justement partis pour 4 jours de temps. Et puis n'étaient pas là non plus, ni le surlendemain. D'ailleurs, on a eu des discussions avec ça. On aurait voulu chercher un moyen d'arriver sur la couverture. Alors, personne n'était allé sur la couverture, hein? Seulement nous autres, puis on n'avait pas empiétré jamais sur le cercle, jamais. Puis les traces étaient bien évidentes avec qu'est-ce qu'on peut voir ici, là. Étaient les traces entourées d'une matière mauve. Est-ce qu'on peut voir bien à la caméra, peut-être en grossissant, en rapprochant? On peut voir quelque chose comme des traces, là, justement, qui sont foncées. Si on peut souligner avec le doigt dessus. Oui, on voit des petites taches. Ça, là, un seul grain de ça, là, dans un bocal d'eau, ça pouvait faire comme un colorant, un gros colorant, hein, un colorant bien dense. Oui, et puis... cette substance-là, j'ai pas su moi-même si c'était chimique, organique ou autre chose qu'on connaît. Mais de toute évidence, on a eu de la misère, évidemment, à prendre la trace, couper la glace. On a réussi à emmener un gros bloc qui a brisé, remarquez. On peut voir qu'il a brisé à un moment donné. On a tenu ça, on a eu de la misère à emmener ça en plein hiver, en chaleur. On avait peur que les ondulations disparaissent sur les semelles. Remarquez, le principal détail, c'est que les personnages très grands ont des pas plus petits que les humains. Hein? Et en conclusion? Non, tu sais... Avez-vous un conseil à donner à des gens qui verraient la même chose que vous? Pensez-vous que c'est une bonne chose d'en parler aux journaux? D'après vous? Dans le fond, est-ce que la chose doit se faire connaître ou est-ce mieux de ne pas en parler? C'est parce que c'est devenu tellement populaire, ça. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde qui envoie de ça. Oui, des